Lorsque mon fils Mathieu m'a dit « Papa, tu aurais dû y réfléchir avant de signer ce divorce stupide », tout en refusant de m'héberger pour une seule nuit, j'ai simplement souri et l'ai remercié pour son honnêteté. Car à ce moment-là, le cœur brisé mais l'esprit parfaitement clair, j'ai confirmé ce que je craignais le plus. Mon fils ne m'aimait que pour ce que je pouvais lui donner, mais il ne savait pas que j'avais encore 2,8 millions d'euros cachés. Et il ne savait pas que le salut viendrait de la personne qu'il méprisait le plus. Je m'appelle Gaston Rivière, j'ai 75 ans, et voici l'histoire de comment j'ai feint la ruine pour tester le cœur de mes enfants et découvert que la vraie famille n'a rien à voir avec le sang. La pluie de mars battait contre les fenêtres de mon appartement vide à Bordeaux cet après-midi gris, 3 mois après la finalisation du divorce avec Marguerite. J'étais assis dans le fauteuil en cuir qui avait survécu au partage des biens, tenant dans mes doigts tremblants les papiers qui ont changé ma vie à jamais. 42 ans de mariage terminés par des signatures sèches. La moitié de la fortune que j'avais construite pendant des décennies appartenait désormais à elle. 1 400 000 € transférés, 3 de mes 5 propriétés vendues ou divisées. Des investissements séparés avec la précision froide d'un scalpel chirurgical. Mais ce n'était pas la perte d'argent qui me rongeait de l'intérieur comme de l'acide. L'argent, j'ai toujours su en gagner. J'ai commencé avec rien, fils d'un ouvrier de fabrique de porcelaine à Limoges et d'une couturière qui travaillait jusqu'à ce que ses doigts saignent. J'ai grandi en portant des vêtements d'occasion que ma mère réparait la nuit, mangeant de la soupe claire quand l'argent manquait en fin de mois. À 17 ans, je me suis enfui vers la côte avec 300 francs en poche et le rêve de construire quelque chose de grand. J'ai travaillé comme porteur de bagages dans un hôtel de luxe à Biarritz, puis comme réceptionniste de nuit, puis directeur adjoint. À 30 ans, j'ai acheté ma première petite auberge à Arcachon avec un prêt risqué qu'il m'a fallu 10 ans pour rembourser. À 40 ans, j'avais 3 hôtels-boutiques. À 50 ans, 5 propriétés de luxe le long de la côte aquitaine qui attiraient des célébrités, des politiciens et des aristocrates européens. Alors oui, je savais gagner de l'argent. En perdre la moitié dans le divorce faisait mal, mais n'était pas mortel. Ce qui me détruisait était autre chose. Une question qui a commencé comme un murmure au fond de mon esprit et a grandi jusqu'à devenir un cri assourdissant qui me réveillait à 3 heures du matin, couvert de sueur froide. Si je perdais tout, si je n'avais plus rien à offrir, mes propres enfants se soucieraient-ils encore de moi? Ou n'ai-je jamais été qu'un distributeur automatique ambulant pour eux, un fournisseur pratique qu'ils confondaient avec un père? Mathieu avait 43 ans, mon premier-né. Je lui avais payé 140 000 € pour ses études à HEC Paris, une des écoles de commerce les plus prestigieuses d'Europe. Je lui avais donné 200 000 € pour l'apport de son appartement à Paris. J'avais financé ses premières incursions dans le monde de la finance d'entreprise. Et il était devenu exactement ce que je voulais, prospère, riche, respecté. Mais quelque part, pendant sa croissance, Mathieu était devenu froid, calculateur, toujours élégant dans ses costumes italiens à 3 000 €, mesurant toujours la valeur des gens parce qu'il pouvait lui offrir. Ses yeux brillaient quand il parlait d'affaires, d'argent, de réussite professionnelle. Mais quand je l'interrogeais sur sa vie personnelle, sur le bonheur, sur le sens, ses mêmes yeux devenaient vides. Sophie avait 38 ans, ma cadette, née 5 ans après Mathieu à un moment où j'étais déjà obsédé par l'expansion de mes affaires. Elle avait grandi pratique, efficace, comme si elle avait appris tôt que les émotions étaient gênantes. Diplômée en administration des entreprises, elle s'était établie à Marseille où elle travaillait comme consultante en affaires internationales. Elle gagnait bien assez pour vivre confortablement, conduisait une Audi qu'elle avait achetée seule, habitait un appartement moderne avec vue sur la Méditerranée. Mais quand je l'embrassais lors des rares rencontres familiales, j'avais l'impression d'étreindre une statue. Elle permettait le geste, mais ne le rendait pas avec chaleur. C'était de la tolérance polie, pas de l'affection véritable. Je leur avais tout donné. Éducation dans les meilleures écoles privées de France, avec des frais de scolarité qui consommaient des dizaines de milliers d'euros annuellement.
des voyages à travers le monde pendant les vacances scolaires, un apport initial pour leurs premiers appartements, pour leurs affaires, pour leur vie d'adulte parfaitement pavée. Mais pendant toutes ces années à construire mon empire, travaillant 60, 70, parfois 80 heures par semaine, j'étais rarement vraiment présent. Anniversaire manqué parce que j'avais une réunion cruciale. Récital scolaire auquel je n'ai jamais assisté parce que je négociais l'acquisition d'une nouvelle propriété. Dîners en famille où j'étais physiquement présent mais mentalement absent, répondant à des emails sur mon portable, tandis que Marguerite essayait de me raconter la journée des enfants. Le divorce de Marguerite n'a pas été causé par l'infidélité ou un scandale dramatique. C'était une érosion silencieuse au fil des décennies. Elle s'est lassée d'être mariée à un homme toujours au travail, toujours absent, priorisant toujours la prochaine affaire sur sa propre famille. Quand nos enfants ont grandi et quitté la maison, quand l'appartement s'est vidé à l'exception de nous deux, elle a finalement admis ce qu'elle savait probablement depuis des années. Elle ne m'aimait plus. Mais ce qui m'a complètement détruit, c'était l'expression sur les visages de Mathieu et Sophie quand je les ai appelés pour un dîner spécial pour annoncer le divorce. Un dîner qui a coûté 400 € dans un restaurant élégant du centre de Bordeaux. Il n'y avait pas de tristesse véritable sur leurs visages, pas de préoccupation pour le bien-être émotionnel du père qui perdait sa compagne de 4 décennies. Il y avait du calcul. J'ai vu clairement dans les yeux des deux, pendant qu'ils faisaient les comptes mentalement, combien de l'héritage serait affecté. Mathieu a même posé la question à voix haute, sans la moindre gêne. Combien prend-elle dans l'accord? Quand j'ai répondu que la moitié de tout, j'ai vu la déception claire passer sur son visage. Pas de compassion pour ma souffrance, de la déception pure et simple pour l'argent perdu. Sophie a été plus subtile, mais pas moins transparente. « Enfin, papa !» a-t-elle dit avec cette voix pratique qu'elle utilisait pour tout. « Au moins, tu en as encore beaucoup. Et à 75 ans, tu n'en as vraiment pas besoin autant. Tu pourrais même envisager de commencer à transférer certains actifs vers nous maintenant pour la planification fiscale. » Planification fiscale. Mon mariage se terminait et ma fille pensait à l'efficacité fiscale. C'est à ce moment-là, lors de ce dîner coûteux, tandis que mes enfants discutaient de stratégies de préservation de patrimoine, comme si j'étais déjà mort, que la graine de l'idée a commencé à germer. Un test. Cruel peut-être, manipulateur certainement, mais absolument nécessaire. Je devais connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je simulerais une ruine financière complète. J'apparaîtrais à mes enfants vulnérables, brisés, dans le besoin d'une manière dont je ne l'avais jamais été auparavant. Et puis j'observerais comment ils réagiraient quand leur père ne serait plus un homme riche et puissant, mais juste un vieux qui avait besoin d'aide basique. L'exécution du plan a demandé des semaines de préparation méticuleuse. J'ai fixé un rendez-vous avec mon avocat de confiance, maître Bernard Leclerc, un homme mince de 60 ans qui gérait mes affaires légales depuis 22 ans. Son bureau se trouvait dans un immeuble historique du 19e siècle avec une vue privilégiée sur la Garonne. Quand j'ai expliqué mon plan, il a retiré ses lunettes lentement et m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je comptais rejoindre un cirque. « Monsieur Rivière », a-t-il dit avec cette voix soigneusement modulée que les avocats utilisent quand ils sont sur le point de dire que leur client est fou, ce que vous me proposez est légalement complexe, éthiquement discutable et émotionnellement dangereux. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais j'ai besoin de savoir la vérité, Bernard. J'ai besoin de savoir si mes enfants m'aiment ou s'ils aiment seulement mon compte en banque. Nous avons passé les 3 semaines suivantes à construire la structure légale de ma fausse ruine financière avec la précision d'un horloger suisse. Nous avons discrètement transféré tous mes actifs substantiels, les 2,8 millions d'euros restants après le divorce, les 2 propriétés hôtelières que je possédais encore, actions, titres, investissements divers, vers un fonds fiduciaire offshore que j'avais créé des années auparavant à Gibraltar. Sur le papier, j'étais maintenant complètement ruiné. Maître Leclerc a créé de faux relevés bancaires montrant un compte dans le rouge, des dettes croissantes, des paiements en retard.
Il a forgé des documents de procès inventés. Nous avons construit un récit élaboré et convaincant sur des investissements désastreux dans des start-up technologiques. Mon comptable, Claude Fontaine, un homme rondouillard et perpétuellement nerveux de 58 ans, a presque eu une crise nerveuse quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. « Monsieur Rivière, a-t-il allaité, c'est de la folie absolue. » J'ai posé une enveloppe épaisse sur la table. « Claude, voici 5 000 € en espèces. Considérez-les comme une compensation pour votre inconfort éthique. » Il a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux, puis moi avec des yeux écarquillés, puis de nouveau l'enveloppe. J'ai vu le moment exact où sa conscience a livré une bataille épique contre son compte en banque et a perdu. En 6 semaines, ma transformation était complète. J'avais arrêté de me raser régulièrement, laissant pousser une barbe grisâtre et irrégulière. J'avais acheté des vêtements bon marché dans des friperies mal éclairées, des chemises délavées avec des cols usés, des pantalons élimés avec des taches permanentes. J'ai acquis une vieille valise éraflée dans un marché aux puces, le genre de bagage que les hommes désespérés portent quand ils n'ont plus rien. Je ressemblais exactement à ce que je prétendais être, un homme qui avait tout perdu. La première visite fut à Mathieu. C'était un jeudi pluvieux d'avril, quand j'ai pris le TGV de Bordeaux à Paris. Je suis arrivé à son appartement en fin d'après-midi, sans prévenir, portant seulement ma valise minable attachée avec de la ficelle. L'immeuble où il vivait rue de Rennes était exactement le type d'adresse qui criait le succès parisien établi. Façade haussmannienne, impeccablement préservée, portier en uniforme dans le hall de marbre italien. Le portier m'a regardé avec une méfiance évidente quand je suis entré en traînant ma valise pathétique. J'ai monté dans l'ascenseur, le cœur battant inconfortablement fort. Mathieu a ouvert la porte après la 3e sonnerie, portant un pantalon de tailleur coûteux et une chemise bleu clair sans cravate. « Papa » a-t-il dit, clignant des yeux avec confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici? Que t'est-il arrivé ?»« Puis-je entrer ?» ai-je demandé. Il a hésité une fraction de seconde avant de s'écarter à contre-cœur. J'ai immédiatement remarqué qu'il ne m'a pas invité à m'asseoir, n'a pas offert de boisson. Nous sommes restés debout dans le salon spectaculaire, inconfortablement formel. « Mathieu, ai-je commencé, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très sérieux. Après le divorce de ta mère, j'étais émotionnellement bouleversé. Et j'ai commencé à prendre de mauvaises décisions, de très mauvaises décisions financières. J'ai raconté toute l'histoire préparée. 300 000 € perdus dans une start-up technologique hôtelière, 200 000 € en garantie personnelle pour le prêt commercial d'un vieil ami qui a disparu, 150 000 perdus en investissements impulsifs en bourse. Et maintenant, j'ai des procès contre moi. Les créanciers saisissent mes biens. J'ai dû vendre mon appartement à Bordeaux. Je suis ruiné, Mathieu, complètement ruiné. Un silence lourd a rempli l'appartement minimaliste. Mathieu me regardait avec une expression que j'ai étudiée comme un scientifique observe un spécimen sous microscope. Ses yeux ne montraient pas de compassion, ils montraient un calcul froid. « Papa, a-t-il finalement dit, c'est une situation très difficile. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant ?» J'avais honte. J'ai toujours été l'homme qui résolvait les problèmes. Admettre l'échec, même à mon propre fils, semblait impossible. J'ai posé la question directe. « Mathieu, je n'ai plus rien. Pourrais-tu m'héberger, juste temporairement, quelques semaines ?» J'ai vu le moment exact où mon fils a décidé de me rejeter. C'était une fraction de seconde, un éclair presque imperceptible dans les yeux. « Papa, tu sais que j'adorerais t'aider, vraiment. Mais notre situation ici est extrêmement compliquée en ce moment. L'appartement a 3 chambres, mais Élodie travaille sur un énorme projet de design d'intérieur. La chambre d'amis est utilisée comme son bureau complet maintenant. Et honnêtement, elle est sous une pression énorme. Ce serait complètement injuste d'ajouter plus de stress à sa situation. Mathieu, je suis ton père. Je demande un abri temporaire, pas une maison permanente. » Il s'est éloigné. « Papa, ce n'est pas seulement une question d'espace.
Élodie et moi avons une routine très spécifique. Avoir une autre personne perturberait complètement cet équilibre. Et franchement, tu aurais dû réfléchir aux conséquences avant de signer ce divorce stupide. Ces mots m'ont coupé plus profondément qu'aucun couteau physique ne pourrait. Mon propre fils me blâmait pour le divorce, pour la ruine financière inventée, sans une once de compassion. Je vais en parler avec Élodie ce soir et te rappeler demain. Je suis sûr qu'on trouvera une solution. Mais ses yeux m'ont dit clairement que cet appel ne viendrait jamais. Je suis sorti de son appartement, portant ma valise minable, et il m'a fallu chaque gramme d'autocontrôle pour ne pas pleurer dans l'ascenseur. J'ai passé cette nuit dans un hôtel bon marché près de la gare Montparnasse, un établissement déprimant avec de la moquette tachée. Le lendemain, à 11h12, je me souviens de l'heure exacte, j'ai reçu un message texte de lui. Court, brutal dans sa froideur déguisée en pragmatisme. « Papa, j'ai parlé longuement avec Élodie hier soir. Malheureusement, nous n'avons vraiment pas les moyens de te recevoir. As-tu essayé de contacter Sophie à Marseille, où sincèrement, il y a d'excellents programmes gouvernementaux qui peuvent aider les hommes dans ta situation. Bonne chance. » M. Bonne chance. Mon fils me souhaitait bonne chance, comme si j'étais une connaissance éloignée. 2 jours plus tard, j'étais à Marseille. J'ai appelé Sophie avant d'arriver. « Papa, quelque chose s'est passé ?» Sa voix au téléphone était brève, efficace, sans chaleur. « J'ai besoin de te parler personnellement, Sophie. C'est très important. Aujourd'hui est extrêmement compliqué, papa. J'ai des réunions consécutives toute la journée. »« C'est urgent, Sophie, très urgent. » Soupir irrité audible. « D'accord. Passe à mon bureau à 4 heures. J'ai exactement 30 minutes entre 2 réunions. » Son bureau se trouvait dans un immeuble moderne de verre et d'acier près du Vieux-Port. Quand je suis arrivé, Sophie était au téléphone, parlant en anglais fluide avec quelqu'un. Finalement, elle a raccroché et m'a fait signe d'entrer avec un geste impatient. « Papa, tu as dit urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as 10 minutes. » 10 minutes. Pour son père, elle offrait 10 minutes. J'ai raconté la même histoire. Elle m'a écouté avec une expression complètement neutre. « C'est très sérieux, papa. As-tu un plan concret de récupération ?»« J'ai besoin de temps et de stabilité basique pour me reconstruire, Sophie. C'est pourquoi je suis venu te voir. J'ai besoin d'un endroit où rester. » Elle a regardé sa montre chère. « Papa, je dois être complètement réaliste avec toi. J'habite dans un appartement compact d'une chambre dans un quartier cher. Je travaille littéralement 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Je n'ai pas la structure pour héberger qui que ce soit. Je suis ton père, Sophie, pas qui que ce soit. Précisément parce que tu es mon père. Je dois être brutalement honnête, plutôt que de faire une promesse que je ne peux pas tenir. Tu as 75 ans. Tu es passé par un traumatisme émotionnel sévère et maintenant tu affrontes une crise financière dévastatrice. Tu as besoin de soutien professionnel structuré. » Elle a pris son téléphone. « Regarde, je vais t'envoyer des liens et contacts utiles. Des organisations qui aident les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Tu me suggères un refuge public ? Je te suggère une solution réaliste pour ta situation, et certains de ces endroits sont assez agréables. » Elle a sorti de l'argent de son sac. « Voici 300 €. Ça devrait t'aider pendant quelques jours. Mais maintenant, je dois vraiment me préparer pour ma réunion qui commence dans 12 minutes. » Elle s'est levée. « Papa, tu as construit un empire à partir de rien une fois. Tu as prouvé que tu as la capacité. Tu peux reconstruire à nouveau. Mais cette fois, tu dois le faire seul. Apprends de tes erreurs. » Elle m'a accompagné jusqu'à la porte. « Je dois y aller. Envoie-moi un message pour me tenir au courant. » Elle a embrassé ma joue mécaniquement et est retournée immédiatement à son bureau. Mes 2 enfants avaient échoué. Complètement. Brutalement. Mathieu avec sa froideur déguisée en préoccupation pratique. Sophie avec son efficacité brutale, réduisant le drame de son père à un problème administratif. Je suis sorti sous le soleil brûlant de Marseille. Le Vieux-Port était rempli de touristes heureux, déjeunant dans des restaurants, mangeant de la bouillabaisse et buvant du rosé glacé.
La vie continuait belle et normale pour tous, sauf pour moi. J'ai erré dans la ville pendant des heures. Sur un banc public face à la mer, j'ai finalement ouvert ma valise. 500 € au total, des vêtements élimés, des documents soigneusement falsifiés et un téléphone qui ne sonnait pas. J'ai pris le dernier train pour Bordeaux. Une tempête était arrivée de l'Atlantique, apportant une pluie lourde. J'aurais dû prendre un taxi directement vers mon vrai appartement, mettre fin à cette expérience douloureuse. Mais quelque chose m'a fait marcher dans les rues mouillées du centre historique. Et là, au coin sombre et désert avec la rue Porte-Dijon, j'ai trébuché dans un trou profond du trottoir et suis tombé lourdement à genoux. Ce n'était pas une chute particulièrement grave physiquement. Mais à 75 ans, avec l'esprit complètement brisé par le rejet de mes enfants, c'était trop. Je suis resté là, agenouillé, sous la pluie froide, l'eau coulant sur mon visage mélangée aux larmes chaudes, que j'ai finalement permis de couler, sans restriction. Et dans ce moment d'abandon absolu, j'ai entendu une voix féminine, douce mais ferme. « Monsieur Rivière ?» J'ai levé lentement les yeux. Une femme se tenait devant moi, tenant un grand parapluie noir. À travers la pluie torrentielle et mes propres larmes, il m'a fallu un long moment pour la reconnaître. Élodie, la femme de Mathieu, celle que mon fils avait utilisée comme excuse pour me rejeter. « Venez avec moi », a-t-elle dit simplement, tendant sa main délicate. « Vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie. » Il y avait tant de gentillesse véritable dans sa voix douce que quelque chose en moi s'est brisé encore plus. J'ai accepté sa main. Elle m'a aidé à me lever, a pris ma valise trempée sans poser de questions et m'a guidé fermement vers sa voiture modeste garée près. C'était une Peugeot simple. Dans le siège passager, tremblant si violemment que je pouvais à peine attacher ma ceinture, je l'ai regardée avec confusion absolue. « Pourquoi êtes-vous ici à Bordeaux ? Mathieu a dit que vous étiez trop occupé à Paris. »« Mathieu ne sait pas que je suis à Bordeaux, » a-t-elle dit doucement, conduisant prudemment. « Nous sommes séparés depuis 3 mois. Je suis revenu dans ma ville natale. » Cela m'a profondément choqué. Mathieu n'avait jamais mentionné de problème sérieux dans le mariage. Il m'a appelé il y a 3 jours, me racontant votre visite à Paris. Comment vous aviez demandé de l'aide désespérément et il a refusé, et je ne pouvais tout simplement pas accepter ça. Je ne pouvais pas dormir en sachant qu'on vous avait laissé dans la rue. Pourquoi vous souciez-vous ? Vous vous séparez de mon fils. Vous n'êtes techniquement même plus ma belle-fille. Elle m'a regardé rapidement. Parce que vous avez toujours été gentil avec moi, monsieur Rivière. Toujours. Dans les rares fois où nous nous sommes rencontrés, vous m'avez toujours traité comme une vraie personne. Vous avez toujours posé des questions sur mon travail avec un intérêt véritable. Et parce que faire ce qui est juste ne dépend pas de noms de famille partagés. Nous sommes arrivés à une maison modeste, à Codéran, un quartier résidentiel tranquille de Bordeaux. La maison était une architecture française typique, un immeuble en pierre du 19e siècle, avec des fenêtres blanches et un petit jardin devant. « Prenez une douche chaude », a-t-elle dit doucement. « Je vais préparer du thé et trouver des vêtements secs. Ensuite, nous parlerons. » La douche chaude a été une bénédiction absolue. Quand je suis finalement sorti, j'ai trouvé des vêtements propres soigneusement pliés. Nous nous sommes assis à la table simple en bois. Elle m'a servi en silence respectueux, et j'ai mangé mécaniquement, la chaleur de la soupe commençant à faire fondre la glace qui s'était formée autour de mon cœur brisé. Ce n'est que lorsque j'ai terminé qu'elle a finalement parlé. « Monsieur Rivière, vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, sans question, sans jugement. Laissez simplement quelqu'un prendre soin de vous pour un moment. » Et dans ce moment, dans la maison modeste d'une femme que je connaissais à peine, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Dans les jours qui ont suivi, une routine étrange mais réconfortante s'est établie. Élodie travaillait dans son petit studio de design pendant la journée. J'ai commencé à vraiment comprendre qui elle était. Elle se levait à 6 heures tous les matins, préparait du café fort et des pains au chocolat qu'elle achetait à la boulangerie du coin. Elle travaillait avec une dévotion silencieuse mais passionnée sur des projets pour des clients qui n'étaient clairement pas riches.
une famille d'immigrants, une école publique, une organisation à but non lucratif. Pourquoi ne travaillez-vous pas avec des clients riches? Ai-je demandé un matin. Elle a souri tristement. Parce que l'argent n'est pas tout, monsieur Rivière. Ces familles méritent la beauté autant que les riches. Mathieu était d'accord avec ça? Son sourire a complètement disparu. Mathieu avait honte. Il disait que je gaspillais mon talent. Il ne comprenait pas que certaines portes je ne voulais pas ouvrir. Le troisième soir, après un dîner simple, elle m'a finalement raconté toute l'histoire de son mariage. Quand j'ai rencontré Mathieu il y a 6 ans, il était différent. Ou peut-être voulais-je juste y croire. Mais après le mariage, surtout après notre déménagement à Paris, il a changé. Soudain, je n'étais plus Élodie, la designer passionnée. J'étais Madame Rivière, la femme de l'exécutif prospère qui devait se comporter d'une certaine manière. Il te contrôlait? Pas ouvertement. Mathieu est trop intelligent pour être évidemment contrôlant. C'étaient des commentaires subtils. Et le pire était à propos d'avoir des enfants. J'ai toujours voulu une grande famille, mais Mathieu avait toujours une excuse. Ce n'est pas encore le bon moment. Ensuite, c'était « le marché est instable ». Les enfants ne sont pas des dépenses supplémentaires, ai-je dit. Ils sont la raison de tout. Vous croyez ça? A-t-elle demandé doucement. Parce que Mathieu m'a dit que vous aussi avez priorisé le travail sur la famille, que vous étiez toujours absent quand il était enfant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Vous avez raison. J'ai échoué comme père, et Mathieu est devenu le reflet de cet échec. Élodie s'est penchée en avant, prenant ma main ridée. Mais vous êtes ici maintenant, essayant de comprendre. Ça compte. Mathieu ne se demande même pas si ses priorités sont bonnes. C'est cette nuit-là que j'ai décidé de dire la vérité à Élodie. Elle méritait de savoir. Élodie, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Quelque chose qui va complètement changer ce que vous pensez de moi. Vous êtes malade? Non, c'est à propos de l'argent. Je n'ai jamais été ruiné. Je n'ai jamais rien perdu. Tout était un mensonge soigneusement construit. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. J'ai continué rapidement. Après le divorce, j'ai commencé à me demander si mes enfants m'aimaient ou s'ils aimaient seulement mon argent. Alors, j'ai créé un test cruel. J'ai transféré tous mes 2,8 millions d'euros vers un fonds offshore. J'ai créé de faux documents de ruine financière. Et puis, je suis apparu aux portes de mes enfants en feignant d'être désespéré et brisé. Un silence lourd a rempli la pièce. Élodie me regardait. Finalement, elle a parlé. « Je comprends pourquoi vous avez fait ça. » J'ai cligné des yeux avec surprise. « Vous comprenez? » « Oui, j'ai vécu avec Mathieu pendant 5 ans. J'ai vu comment il traitait les gens qui ne pouvaient rien lui offrir. Ça ne me surprend pas qu'il ait échoué à votre test. » Elle s'est tournée vers moi. « Et je suis profondément désolé que vos soupçons aient été confirmés. » Vous n'êtes pas en colère contre moi pour avoir menti. Vous n'avez pas menti à moi spécifiquement. Et quand vous m'avez trouvé dans cette rue pluvieuse, vous n'avez pas demandé d'aide basée sur des mensonges. Vous avez juste accepté la gentillesse que j'offrais. Elle a fait une pause. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Je ne vous ai pas aidé parce que je pensais que vous étiez riche ou pauvre. Je vous ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Donc, votre fortune cachée ne change rien pour moi. Vous êtes une personne extraordinaire, Élodie. Et mon fils est un idiot de ne pas s'en rendre compte. Elle a ri. Eh bien, au moins nous sommes d'accord sur quelque chose. Il y a plus. Mon avocat a préparé un nouveau testament. Vous recevrez 60% de mes 2,8 millions d'euros. 1 681 000 euros. Ses joues sont devenues rouges. Monsieur Rivière, vous ne pouvez pas faire ça. Mathieu et Sophie sont vos enfants biologiques. Qui m'ont rejeté quand j'avais le plus besoin d'eux? La famille n'est pas juste le sang, Élodie. C'est qui apparaît quand vous avez besoin. Vous m'avez montré plus d'amour en 1 semaine qu'ils n'en ont montré en des mois. Elle a secoué vigoureusement la tête. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne vous ai pas aidé en espérant une récompense. C'est exactement parce que vous n'attendiez pas de récompense que vous le méritez.
La vraie gentillesse est rare. Nous avons passé l'heure suivante à en débattre. Finalement, nous sommes arrivés à un accord temporaire. Je ne ferai rien de précipité concernant le testament jusqu'à la confrontation finale avec mes enfants. Dans les semaines suivantes, ma relation avec Élodie s'est approfondie. Ce n'était pas de la romance. Elle avait 35 ans et moi 75. Mais c'était quelque chose d'aussi précieux, une vraie amitié basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. C'est aussi pendant ces semaines que j'ai été témoin de quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Élodie travaillait sur un projet pro bono pour une famille de réfugiés syriens. Ils vivaient dans un petit appartement fourni par le gouvernement, 5 personnes dans 2 petites chambres. Elle redessinait l'espace pour le rendre plus fonctionnel et accueillant sans rien facturer. « Puis-je venir avec vous quand vous les visiterez ?» ai-je demandé. Le lendemain, nous sommes allés ensemble à l'appartement de la famille Al-Hassan. Le père, Omar, avait 40 ans mais paraissait 60. La mère, Leila, était une femme gentille qui parlait un français approximatif. 3 enfants entre 6 et 12 ans. L'appartement était vraiment minuscule. Mais Élodie avait créé des solutions intelligentes, des lits superposés qui se transformaient en bureaux d'études, du rangement vertical créatif. Et plus important, elle avait écouté la famille sur leurs besoins. « Mademoiselle Élodie est un ange », m'a dit Omar en français fortement accentué, les larmes aux yeux. Elle nous a donné de la dignité. Sur le chemin du retour, je suis resté silencieux. Vous savez combien d'argent j'ai gaspillé en choses inutiles au cours de ma vie? Des voitures chères que je conduisais rarement, des montres de luxe gardées dans un coffre. Et vous, avec un budget pratiquement nul, venez de changer complètement la vie de cette famille. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de se soucier. À ce moment-là, j'ai décidé quelque chose d'important. Quand tout cela serait fini, j'utiliserai une partie de ma fortune pour des causes qui comptent vraiment. C'est 3 semaines après avoir commencé à vivre avec Élodie que j'ai décidé de créer un test supplémentaire. J'ai appelé Sophie un matin, ma voix chargée de désespoir soigneusement calibrée. « Sophie, je suis à l'hôpital à Bordeaux. J'ai fait une chute grave dans les escaliers. Je me suis cassé le bras droit et les médecins disent que j'ai besoin d'une chirurgie demain matin. Je suis seul et très effrayé. S'il te plaît, pourrais-tu venir ?» Il y a eu une longue pause. J'ai entendu un clavier taper en arrière-plan. « Papa, c'est vraiment sérieux. Je veux dire, le bras est vraiment cassé ou juste meurtri, parce que j'ai une présentation extrêmement importante demain pour un client international. C'est un contrat de 2 millions d'euros que je négocie depuis 6 mois. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Sophie, l'os est fracturé. Ils vont mettre des broches chirurgicales. Tu es ma fille, j'ai besoin de toi ici. » Autre soupir lourd, irrité. « Écoute papa, c'est vraiment un très mauvais timing. Je ne peux pas simplement annuler cette présentation, mais je peux faire autre chose. Je peux appeler l'hôpital et parler directement à tes médecins. Sophie, je n'ai pas besoin de gestion à distance. J'ai besoin de ma fille ici avec moi. Papa, sois raisonnable. Je suis à Marseille. Bordeaux est à 6 heures de train. Avec la présentation demain, il n'y a tout simplement pas moyen d'être physiquement là. » Elle choisissait un contrat de 2 millions plutôt que la supposée urgence médicale de son père. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Mathieu de me surprendre. Il a appelé, première fois qu'il initiait le contact depuis qu'il m'avait rejeté à Paris. « Papa, comment vas-tu ?»« Je survis. Pourquoi ?»« Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation. Et j'ai une opportunité d'investissement incroyable qui pourrait nous aider tous les deux. C'est une start-up FinTech révolutionnaire. J'ai besoin de seulement 50 000 euros pour entrer dans le premier tour d'investissement. » Je suis resté complètement silencieux, trop choqué pour répondre immédiatement. Il a continué. « Je sais que tu es en difficulté financière, papa, mais j'ai pensé que peut-être tu avais encore quelque chose de côté. C'est une opportunité unique de revenir dans le jeu. Mon propre fils demandait de l'argent, au père qu'il pensait être dans la misère. Mathieu, tu me demandes de l'argent? Pour un investissement spéculatif?
quand tu penses que je suis ruiné et sans abri? Eh bien, pas exactement demandé. J'offre une opportunité de partenariat. J'ai pensé que tu avais peut-être exagéré sur la gravité de ta situation. Tu as toujours été bon pour garder des réserves secrètes. Je n'ai rien, Mathieu, absolument rien. Oh, pause. Déception palpable dans la voix. Bon, si tu obtiens quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Cette opportunité ne durera pas longtemps. Mathieu, quand je suis apparu à ta porte demandant un endroit pour dormir, tu m'as rejeté. Mais maintenant tu m'appelles pour demander 50 000 euros? Silence inconfortable. Ce sont des situations complètement différentes, papa. Tu as raison, elles sont complètement différentes. L'une teste si tu m'aimes, l'autre montre que tu ne m'aimes pas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai pris la décision finale. Il était temps de terminer l'expérience, temps de confronter Mathieu et Sophie avec la vérité sur qui ils étaient vraiment. J'ai appelé Maître Leclerc le lendemain matin. Bernard, c'est le moment. Prépare tout pour la confrontation finale. Dans les 2 semaines suivantes, nous avons tout préparé méticuleusement. Il a formalisé le Nouveau Testament. 60% de mes 2,8 millions d'euros. 1 680 000 euros pour Élodie. 500 000 euros pour chaque enfant. Nous avons préparé une documentation complète de tout le test, relevé bancaire réel montrant que je n'avais jamais perdu d'argent, communication avec le comptable, date et lieu de chaque rejet de mes enfants. Et puis j'ai fixé la réunion. Vendredi soir, 2 semaines avant Noël. Le Chapon Fin, un restaurant historique étoilé Michelin à Bordeaux. Un salon privé élégant qui coûterait 3 000 euros rien que pour la réservation. J'ai envoyé des emails formels à Mathieu et Sophie. J'ai des nouvelles importantes concernant ma situation financière et des décisions sur l'avenir de la famille. Présence obligatoire, dîner au Chapon Fin, vendredi 20h. Je n'accepte aucun refus. Mathieu a répondu en 2 heures. Je serai là. Tu as finalement résolu les choses? Sophie a pris un jour, mais a confirmé « Ok, je peux ajuster mon agenda ». Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. La nuit est arrivée froide et claire. Le Chapon Fin était magnifique. Architecture belle époque parfaitement préservée, décoration de Noël élégante. Je suis arrivé à 7h45 avec Élodie, tous deux habillés impeccablement. Moi dans un costume Brioni de 3 000 euros. Elle dans une robe noire élégante mais simple. Mathieu est arrivé exactement à 8h. Il était spectaculaire dans un costume gris foncé. Son expression quand il est entré dans le salon privé a été une étude en confusion progressive. D'abord, surprise de me voir bien habillé et clairement en bonne santé. Deuxièmement, choc complet de voir Élodie assise à mes côtés. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Élodie, que fais-tu à Bordeaux? » « Je suis à Bordeaux depuis 3 mois, Mathieu. Depuis que nous nous sommes séparés. Mais tu ne m'as jamais dit que tu aidais mon père. Parce que tu n'as jamais demandé après ton père, après l'avoir rejeté. Et parce que je n'ai pas trouvé nécessaire d'en discuter avec toi. » Mathieu m'a regardé, la confusion se transformant en quelque chose proche de la suspicion. « Papa, tu es différent. Tu es bien habillé. Tu as l'air en bonne santé. Qu'est-il arrivé? Assieds-toi, Mathieu. Nous allons attendre que Sophie arrive. Ensuite, j'expliquerai tout. » Sophie est arrivée 15 minutes en retard. Désolé pour le retard. Le trafic était impossible et... « Papa ?» Elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, voyant mon apparence transformée, voyant Élodie. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est si formel? Et quel endroit est-ce? Le Chapon Fin est l'un des restaurants les plus chers de Bordeaux. Assieds-toi, Sophie. J'ai des choses très importantes à vous expliquer à tous les deux. Le serveur est revenu avec le champagne, servant les 4 coupes. Quand il est parti, j'ai levé ma coupe. Un toast. À la vérité. Et à la vraie famille. Mathieu et Sophie ont levé leur coupe mécaniquement. Nous avons bu. Puis j'ai commencé. Merci d'être venu. Il y a quelques mois, je suis apparu à vos portes demandant de l'aide désespérément.
J'ai raconté une histoire dévastatrice sur comment j'avais tout perdu dans le divorce et de mauvais investissements. Et j'ai demandé quelque chose de très simple, un abri temporaire. J'ai mis ma coupe soigneusement sur la table. Mathieu, tu m'as dit que tu n'avais pas de place dans ton appartement de 3 chambres, que la présence d'Élodie était trop occupée, que ma présence perturberait votre routine. Et puis tu m'as envoyé un message texte me souhaitant bonne chance. Mathieu est devenu rouge, mais n'a pas nié. Sophie, tu m'as suggéré de chercher des refuges gouvernementaux. Tu m'as donné 300 € et tu es retourné à ta réunion. Et ensuite, Mathieu, tu m'as appelé pour me demander 50 000 € pour un investissement. Et toi, Sophie, quand j'ai appelé disant que j'étais à l'hôpital ayant besoin d'une chirurgie, tu as choisi une présentation de 2 millions plutôt que d'être présente. Les deux étaient pâles maintenant. Tout cela était un test soigneusement planifié et exécuté. J'ai commencé à sortir des documents de la mallette en cuir, relevés bancaires montrant des millions, actes de propriété. Je les ai empilés méthodiquement, créant une montagne de preuves. Je n'ai jamais été ruiné. Je n'ai jamais perdu un seul euro. J'ai créé une fausse ruine financière complète avec l'aide de mon avocat et de mon comptable. J'ai transféré tous mes actifs vers un fonds offshore. J'ai forgé des documents. Tout soigneusement construit pour paraître réel. Mathieu s'est levé si brusquement que sa chaise a grincé. « Tu es en train de dire que tu as menti ? Que tout était une farce élaborée ? » Oui. Je vous ai testés tous les deux. Je voulais savoir si vous m'aimeriez quand je n'aurais pas d'argent. C'est malade, a crié Mathieu. C'est de la manipulation cruelle, pas plus cruelle qu'un fils refusant un abri à son père dans le besoin, ou qu'une fille qui choisit une réunion d'affaires plutôt que l'urgence médicale de son père. Sophie pleurait silencieusement. « Papa, tu ne comprends pas. Nous étions inquiets, mais nous avions nos propres vies. » Responsabilité. Oui, je comprends les responsabilités. J'ai passé toute ma vie à assumer la responsabilité pour vous. J'ai payé une éducation coûteuse, des appartements. J'ai tout donné que l'argent pouvait acheter. Et quand j'ai finalement eu besoin de quelque chose, pas d'argent, juste de la présence, vous m'avez offert des excuses et des portes fermées. Je me suis tourné vers Élodie, prenant sa main. Cette femme m'a trouvé tombé dans la rue par une nuit pluvieuse. Elle ne savait pas que j'avais de l'argent. Et savez-vous ce qu'elle a fait ? Mathieu a regardé sa femme séparée avec quelque chose entre la peur et la colère. Elle m'a ramené chez elle, elle m'a donné des vêtements secs, de la soupe chaude, une chambre confortable. Pendant 3 mois, elle s'est occupée de moi sans attendre absolument rien en retour. Elle m'a traité avec dignité quand je semblais n'avoir rien à offrir. J'ai poussé un autre ensemble de documents sur la table, le Nouveau Testament. En raison de la gentillesse inconditionnelle d'Élodie, j'ai pris une décision sur mon héritage. Elle recevra 60% de mes 2,8 millions d'euros. 1 680 000 €. L'effet a été comme une bombe explosant dans le salon élégant. Mathieu s'est levé à nouveau, la chaise tombant vraiment en arrière avec fracas. « Tu ne peux pas faire ça, elle n'est pas de la famille, nous sommes même en train de divorcer. » Elle est plus de la famille que vous ne l'avez jamais été. La famille n'est pas juste le sang partagé, Mathieu. C'est qui apparaît quand vous avez besoin. Sophie sanglotait ouvertement. « Papa, s'il te plaît, nous avons fait une erreur. Donne-nous une autre chance. » J'ai eu 75 ans pour donner des chances. J'ai donné l'éducation, l'argent, les opportunités. Et quand j'ai finalement eu besoin de quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, vous avez prouvé que votre amour était toujours conditionnel à mon patrimoine. Élodie a finalement parlé. Vous deux avez eu absolument tout. Privilèges depuis la naissance. Éducation dans les meilleures écoles. Vous n'avez jamais connu la faim, le froid. Et quand votre père, feignant d'être dans cette situation, a demandé une aide basique, vous avez tourné le dos. Mathieu a pointé vers elle. Tu as planifié ça depuis le début. Tu as manipulé. Élodie ne savait rien du test. Elle ne savait pas que j'avais de l'argent.
Elle m'a aidé en pensant véritablement que j'étais pauvre et désespéré. C'est exactement ce qui rend sa gentillesse authentique et votre cupidité si évidente en contraste. Maître Leclerc, qui attendait discrètement près de la porte, a fait un pas en avant. « Monsieur et Madame Rivière, je suis Bernard Leclerc, avocat de votre père depuis 22 ans. Je peux confirmer que Monsieur Gaston Rivière est en parfaite faculté mentale. Ce testament a été rédigé avec de multiples protections légales. Toute tentative de le contester sera extrêmement coûteuse et je peux le garantir, infructueuse. Vous recevrez tous les deux encore 500 000 € chacun, bien plus que ce que vous méritez, mais parce que vous êtes encore mes enfants biologiquement. Mais la plus grande partie va à quelqu'un qui a prouvé que la vraie gentillesse existe encore. » Mathieu a regardé entre moi, Élodie et les documents. « Ce n'est pas fini. Je vais me battre contre ça. Battez-vous autant que vous voulez. Gaspillez votre argent en avocat, mais ça ne changera rien. » Sophie continuait de pleurer. « Papa, c'était vraiment si mauvais? Avons-nous vraiment échoué si complètement ?» J'ai regardé ma fille. « Oui, Sophie, vous avez échoué. Quand j'avais le plus besoin, vous m'avez offert de la froideur et du rejet. Vous avez prouvé que vous m'aimez pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis. Je me suis levé, Élodie se levant avec moi. Vous pouvez rester et profiter du dîner si vous voulez. C'est déjà payé, mais notre conversation est terminée. » Alors que nous marchions vers la porte, Mathieu a crié une dernière chose. « Tu vas le regretter. Quand tu auras vraiment besoin de nous à l'avenir, souviens-toi que tu as choisi un étranger plutôt que ta propre famille. » Je me suis arrêté, me suis retourné lentement. « Mathieu, je suis déjà vieux. J'ai déjà traversé une crise simulée. Et vous avez prouvé exactement ce que vous feriez si j'avais vraiment besoin. Élodie n'est pas une étrangère. Elle est devenue de la famille au moment où elle a tendu la main pour m'aider. La vraie famille est un choix, pas une obligation biologique. Nous sommes sortis du chapon fin dans la nuit froide de décembre. Derrière nous, j'ai entendu Sophie sangloter et Mathieu crier quelque chose d'inintelligible. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Élodie tenait le volant avec des mains tremblantes. « C'était plus difficile que prévu », a-t-elle finalement dit. « Pour moi aussi. Même en sachant que c'était nécessaire, ça fait mal. Ce sont mes enfants. Tu penses que Sophie a peut-être compris, à la fin ? Peut-être. » Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, mais Mathieu est perdu dans la colère et la cupidité. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences se sont déroulées de manière prévisible et surprenante. Mathieu, exactement comme il l'avait menacé, a essayé de contester le testament. Il a engagé un cabinet d'avocats coûteux de Paris, dépensant presque 50 000 € en honoraires dans les 3 premiers mois. Mais Maître Leclerc avait fait son travail magistralement. Il avait organisé des évaluations psychiatriques indépendantes de ma compétence mentale. Il avait des enregistrements vidéo de moi expliquant rationnellement tout le processus. Après 6 mois de bataille légale frustrante, les propres avocats de Mathieu lui ont conseillé d'abandonner. Pendant toute cette période, Mathieu ne m'a pas appelé une seule fois, juste le silence froid ponctué de communications légales. J'ai appris par des connaissances communes qu'il répandait des histoires sur comment Élodie m'avait manipulé. Le divorce entre lui et Élodie a été finalisé 8 mois après notre réunion. C'était étonnamment non contentieux. Mathieu était si concentré sur la lutte contre le testament qu'il a presque négligé le divorce. Sophie a eu une réaction complètement différente. 2 semaines après la réunion dévastatrice, elle est apparue à la maison d'Élodie sans prévenir. C'était un dimanche matin. Elle avait l'air nerveuse et visiblement repentante. Elle avait de profondes cernes sous les yeux. « Papa, puis-je te parler ? Juste quelques minutes. » J'ai hésité, mais finalement je l'ai laissé entrer. « Je suis venu m'excuser, j'ai passé des semaines depuis cette horrible nuit au restaurant à penser à tout, et j'ai réalisé que tu avais complètement raison. J'ai échoué avec toi de la pire manière possible. » Ses larmes coulaient librement.
J'ai commencé une thérapie intensive, 3 fois par semaine, travaillant à travers tout ça, relations dysfonctionnelles, priorités déformées, et j'ai réalisé combien notre famille s'était malade. Sophie, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je ne suis pas venu demander de l'argent ou essayer de changer le testament. Tu avais absolument raison à propos d'Élodie. Elle le mérite. Je suis juste venu dire que je suis profondément désolé et que je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Elle a fait une pause. Je n'ai pas perdu de l'argent. J'ai perdu la chance de vraiment connaître mon père avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, c'est une perte qu'aucun argent ne peut compenser. Pour la première fois depuis le début du test, j'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine. Pourquoi fais-tu ça, Sophie? Parce que j'en ai besoin. Pour moi, pas pour toi. Je dois reconnaître qui je suis devenue et essayer d'être différente. Et parce que je veux te demander ta permission pour quelque chose. Quoi? Je veux commencer à faire du bénévolat avec des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Pas pour t'impressionner ou regagner l'héritage, mais parce que je veux faire quelque chose de significatif avec ma vie. J'ai regardé ma fille, vraiment vue pour la première fois en années. J'ai vu la sincérité dans ses yeux humides. Le changement réel était-il possible? Sophie, j'apprécie profondément ce que tu essaies de faire, mais tu dois le faire pour toi, pas pour moi. Je sais, c'est pour moi, mais je veux aussi que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu, pas l'argent, la chance d'avoir un vrai père avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots m'ont touché plus profondément que prévu. Je n'ai pas complètement pardonné, pas à ce moment-là. La blessure était trop profonde. Mais pour la première fois, j'ai senti que peut-être, éventuellement, je pourrais. Sophie, le pardon prend du temps, mais je peux voir que tu essaies vraiment de comprendre et de changer. Et ça, c'est un début. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Pour la première fois en décennies, nous avons eu une vraie conversation, honnête. Elle m'a parlé de sa solitude à Marseille, de comment le succès professionnel n'avait pas apporté le bonheur qu'elle attendait. Quand elle est finalement partie, elle m'a embrassé, vraiment embrassé, pour la première fois dont je pouvais me souvenir depuis qu'elle était une petite enfant. Merci de m'avoir écouté. Je sais que je ne mérite même pas ça. Les mois se sont transformés en années. Sophie a tenu parole. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'assistance pour personnes âgées à Marseille. Elle m'appelait occasionnellement, pas avec une fréquence irritante, mais suffisamment pour montrer un intérêt véritable. Elle est même venue visiter quelques fois, restant dans un hôtel modeste à Bordeaux. Pendant ces visites, nous avons rencontré la Sophie qui a peut-être toujours été là, sous les couches d'ambition corporative. Une femme intelligente et capable, qui pouvait aussi rire, qui posait des questions sur ma vie par curiosité véritable. Mathieu, en contraste complet, n'a jamais brisé son silence froid. J'ai appris qu'il allait bien professionnellement, toujours prospère en finance. Mais personnellement, il était isolé. Des amis ont commencé à l'éviter parce qu'il ne cessait de se plaindre d'avoir été volé. Une partie de moi ressentait une tristesse profonde pour mon fils aîné. Une autre partie savait qu'il avait fait ses choix, tout comme j'avais fait les miens. Élodie a fleuri de belle façon. Avec la sécurité financière de l'héritage, elle a élargi son travail avec les communautés défavorisées. Elle a créé une petite organisation à but non lucratif appelée Design pour tous, offrant des services de design d'intérieur gratuits ou subventionnés. J'ai utilisé une partie de ma fortune restante pour financer son organisation. 200 000 € de dons initial, plus un engagement de 30 000 par an. J'ai aussi créé un fonds de bourse en mon nom pour les jeunes de familles pauvres. Ma relation avec Élodie est restée complètement platonique, mais profondément significative. Elle était la fille que j'ai choisie, la famille que j'ai construite par le respect mutuel. Quand elle s'est mariée avec son professeur de littérature 1 an et demi après notre réunion fatidique, un petit mariage magnifique dans un jardin avec 30 personnes, j'ai eu l'honneur de la conduire à l'hôtel. J'ai pleuré pendant toute la cérémonie, non pas de tristesse mais de joie,
Maintenant, à 77 ans, je regarde en arrière sur ce test cruel et ses conséquences avec des sentiments mitigés, mais principalement de la paix. Je regrette profondément d'avoir été un père distant, d'avoir priorisé le travail sur la famille. Ces choix ont eu des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Mathieu est devenu une version exagérée de mes pires traits. Sophie lutte encore pour défaire des décennies de conditionnement. Mais je ne regrette pas le test lui-même. Il était cruel, oui, manipulateur, absolument. Mais il a révélé des vérités que j'avais besoin de connaître avant de mourir. Il a montré que mes pires soupçons sur l'amour conditionnel de mes enfants étaient justifiés. Et plus important, il m'a conduit à Élodie, qui est devenue la famille choisie dont je ne savais pas que j'avais besoin. La leçon qu'il m'a fallu 75 ans pour apprendre. La vraie famille n'est pas une question de sang partagé. C'est qui apparaît quand vous avez besoin, qui vous traite avec dignité quand vous semblez n'avoir rien, qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. J'ai perdu ma femme de 42 ans dans un divorce probablement inévitable. J'ai perdu mon fils aîné Mathieu, au moins pour l'instant, à la cupidité et l'orgueil. Mais j'ai gagné une réconciliation lente avec Sophie, qui au moins essaie d'être meilleure. Et plus important, j'ai gagné Élodie, pas comme belle-fille ou romance, mais comme vraie fille du cœur, famille que j'ai choisie et qui m'a choisi en retour. Quand viendra finalement mon heure de quitter ce monde, et à 77 ans je sais que ce n'est pas si loin, je partirai en sachant que j'ai fait au moins une dernière chose complètement juste. J'ai honoré la vraie gentillesse, j'ai récompensé la vraie compassion. J'ai donné mon héritage non pas basé sur qui partageait mon ADN, mais sur qui a partagé mon fardeau le plus lourd, quand il pensait que je n'avais absolument rien à offrir en retour. Et si ce n'est pas la justice, si ce n'est pas la vraie famille reconnue et honorée, alors je ne sais pas ce que c'est. Vous avez aimé cette histoire de comment un père a découvert qu'il aimait vraiment ? Laissez votre like, partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre parler de vraies familles et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père pour plus de récits émouvants. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Gaston a bien agi ? Auriez-vous le courage de faire la même chose ? De quelle ville regardez-vous ? Rappelez-vous, la dignité n'a pas de prix, le respect ne se négocie pas, et la vraie famille apparaît quand vous en avez le plus besoin, pas quand elle attend un héritage. À bientôt pour la prochaine histoire.